Je n'avais même pas encore dit à mon mari que je venais d'hériter de 25 millions d'euros quand la conseillère bancaire a levé les yeux de son écran, a froncé les sourcils et a dit « Madame Beaumont, je dois vous arrêter tout de suite, selon nos dossiers, vous êtes divorcée depuis 8 mois. » Je suis restée totalement immobile pendant 3 secondes. Puis j'ai fait une seule chose. Lyon, fin octobre. Le genre d'après-midi où le ciel n'arrive pas à se décider entre l'or et le gris, et où tout semble flotter entre ce qui était et ce qui est sur le point de devenir. Je m'appelle Claire Beaumont. J'avais 38 ans cette année-là, j'étais la fondatrice et l'architecte principale de Beaumont Architecture et Design. Un cabinet d'architecture commerciale de taille moyenne que j'avais bâti à partir d'un simple bureau loué dans un espace de coworking sur les quais du Rhône pour en faire une entreprise de 42 employés. Avec 3 contrats municipaux majeurs et une réputation dans la région Auvergne-Rhône-Alpes pour laquelle j'avais travaillé sans relâche pendant plus d'une décennie. Je ne venais pas d'un milieu riche. Mon père réparait des systèmes de climatisation. Ma mère travaillait à l'accueil d'un cabinet dentaire. Ce que j'avais, je l'avais gagné avec mes mains et mon esprit, et un refus presque pathologique d'abandonner. La seule personne de ma famille qui s'était bâti une véritable fortune était mon oncle Étienne. Étienne Beaumont était le frère aîné de mon père, un homme qui s'était fait tout seul et qui avait passé 40 ans à investir dans l'immobilier commercial à travers tout le sud de la France, discrètement, sans fanfare, de la manière dont les gens sérieux construisent les choses. Il ne conduisait pas de voiture Tapa sans drave-l'œil. Il portait le même style de blazer en laine depuis 30 ans. La seule chose extravagante qu'il possédait était un compas de précision antique en laiton, le genre que les architectes utilisaient avant que les logiciels ne les rendent obsolètes, et qui trônait sur le bureau de son bureau à domicile depuis avant ma naissance. Quand j'avais 12 ans, il m'a fait asseoir et m'a montré comment l'utiliser. Il a dit, « Claire, cet outil ne dessine pas l'image pour toi, il te permet juste d'être honnête sur la distance entre l'endroit où tu es et celui où tu essaies d'aller. » Je n'avais pas tout à fait compris à l'époque. Quand j'ai ouvert Beaumont Architecture et Design des années plus tard, oncle Étienne m'a envoyé ce compas sans un mot, juste le compas enveloppé dans une feuille de papier millimétré. Je l'ai posé sur mon bureau où il est resté pendant 11 ans. Étienne est mort d'un accident vasculaire cérébral en septembre à 71 ans. Il n'avait pas d'enfant. Il ne s'était jamais marié. Quand le notaire m'a appelé 3 semaines plus tard pour me dire ce qu'il avait laissé derrière lui, un portefeuille de propriété commerciale, un compte de placement et une participation dans une société de logistique d'une valeur totale d'un peu plus de 25 millions d'euros. Je suis restée assise dans ma Peugeot dans le parking de mon immeuble de bureau pendant un long moment sans bouger. J'aimais mon oncle. Le chiffre était presque secondaire, presque. J'ai pris rendez-vous à la banque où se trouvait le compte de placement pour entamer le processus de transfert des actifs à mon nom. Mon mari Julien savait qu'Étienne était décédé. Il savait que la succession était en cours de règlement. Il ne connaissait pas encore le montant. Je me suis dit que je le lui dirais ce soir-là lors d'un dîner dans un bel endroit, que peut-être cela pourrait être un tournant pour nous. Je me disais cela. Je le croyais comme on croit à quelque chose que l'on sait déjà être faux mais qu'on n'est pas encore prêt à affronter. Julien Beaumont. Mon mari depuis 9 ans. 1,85 m, charmant de la manière dont les hommes qui n'ont jamais eu à faire trop d'efforts ont tendance à l'être, et assez intelligent pour savoir dans quelle pièce se trouver. Quand nous nous sommes rencontrés, il était directeur des opérations dans une usine à Saint-Étienne. Au bout de 3 ans de mariage, cette entreprise avait restructuré et il avait été licencié. Je venais de décrocher le premier grand contrat de Beaumont Architecture et Design, une nouvelle médiathèque pour la métropole de Lyon. J'avais besoin de quelqu'un pour gérer l'aspect opérationnel pendant que je me concentrais sur la conception et le travail avec les clients. Julien a pris le relais. Cela semblait naturel. Partenaire dans la vie, partenaire au travail. Il gérait les entrepreneurs, les relations avec les fournisseurs, les assurances, la caution, la garantie bancaire qui soutenait nos contrats municipaux, sans laquelle nous ne pouvions pas soumissionner pour des travaux publics du tout. Il était doué pour ça. Il savait comment charmer un sous-traitant pour qu'il respecte une échéance sans menacer de procès. J'étais reconnaissante. Ce que je n'ai pas vu, ce que j'ai choisi de ne pas voir,
c'est qu'au fil du temps, Julien a commencé à traiter le cabinet moins comme quelque chose que nous avions construit ensemble et plus comme quelque chose qu'il dirigeait. Mon nom était sur la porte. Ses mains étaient sur les commandes. Nous avions essayé d'avoir des enfants. 2 ans d'essai naturel, puis 2 autres années de traitement de fertilité. Les médicaments, puis les inséminations, puis une série complète de FIV qui a échoué à la 8e semaine. La mère de Julien, Lorraine, était une institutrice retraitée de Valence. Une femme qui exprimait son amour par des plats cuisinés et ses critiques par des piques, à part à peu près égales. Elle ne manquait jamais une occasion de mentionner que la petite fille de sa sœur venait d'avoir des jumeaux à 41 ans, comme s'il s'agissait d'un défi personnel que j'avais échoué à relever. À Noël, elle a annoncé devant 11 membres de la famille qu'elle allumait des cierges à l'église pour nous tous les dimanches depuis 2 ans. Tout le monde a regardé son assiette. Julien s'est raclé la gorge. J'ai souri jusqu'à ce que mon visage me fasse mal. J'avais embauché Léa Morel 2 ans avant que tout ne s'effondre, via un programme de réinsertion professionnelle auquel le cabinet participait. Une initiative départementale reliant les employeurs aux adultes ayant eu des interruptions de carrière dues à des obligations familiales ou à des difficultés économiques. Léa avait 26 ans, elle était mère célibataire d'une petite fille de 3 ans, vive et impatiente d'une manière qui me rappelait moi-même à cet âge, sans le filet de sécurité. Elle avait commencé un brevet de technicien supérieur en dessin de bâtiment mais avait dû abandonner quand sa mère était tombée malade et que l'argent pour la garde d'enfants avait manqué. J'ai financé le reste de sa formation. Je lui ai permis d'avoir des horaires flexibles. Je lui ai montré comment lire un plan de masse, comment faire une présentation à un client sans s'excuser d'exister. Lorsqu'elle a obtenu son diplôme, je l'ai promue coordinatrice de projet. Vous n'étiez pas obligé de faire tout ça, m'a-t-elle dit une fois, assise en face de mon bureau. Ne dis pas que tu me dois quelque chose, ai-je répondu, fais juste bien ton travail. Si tu le peux, transmets cela à quelqu'un d'autre un jour. Elle m'a regardé et a dit, je le ferai, je le jure. Je pensais qu'elle le pensait. Je crois qu'elle l'a pensé à un moment donné. Certaines personnes sortent des épreuves en voulant sincèrement grandir. Puis quelque chose change. La gratitude se refroidit. La comparaison commence. Il cesse de mesurer le chemin parcouru et commence à mesurer ce que vous possédez. Je ne l'ai pas vu venir. J'étais occupée à diriger une entreprise. Le rendez-vous à la banque était à 14 heures. La conseillère, une femme prénommée Béatrice, la cinquantaine, les lunettes de lecture relevées dans les cheveux, a affiché les informations du compte, a commencé le processus de vérification et s'est arrêtée. Elle a regardé son écran, puis moi, puis à nouveau l'écran. L'expression sur son visage était celle que les gens prennent lorsqu'ils s'apprêtent à dire quelque chose qu'ils préféreraient ne pas dire. Madame Beaumont, a-t-elle dit prudemment, avant de procéder au transfert des actifs, je vois quelque chose que je dois vous signaler. Votre état civil ici indique que vous êtes divorcé, un divorce finalisé il y a environ 8 mois. Elle a rabaissé ses lunettes de lecture. Avez-vous besoin d'un moment? Je n'ai pas bougé. 3 secondes, peut-être 4. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé maître Hélène Marchand. Hélène était l'avocate qui avait géré chaque contrat important que Beaumont Architecture et Design n'avait jamais signé. Elle avait 52 ans, portait des blazers couleur béton et avait une voix qui pouvait arrêter une déposition à 100 mètres. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Hélène, ai-je dit, ma voix est sortie plus basse que prévu, j'ai besoin que tu me voies tout de suite. Elle a entendu quelque chose dans mon ton. Elle n'a pas posé de questions. 15 minutes, a-t-elle dit, à mon cabinet. Je me suis excusée auprès de Béatrice. Je lui ai dit que je devais vérifier certaines informations avant de continuer. Elle m'a tendu une impression, juste la ligne de l'état civil, surlignée en jaune, et a dit qu'elle espérait qu'il s'agissait d'une erreur administrative. Je l'ai remerciée. Je suis sortie de la banque. Je suis restée assise dans ma voiture sur le parking pendant exactement 4 minutes, sans pleurer, sans bouger, écoutant simplement le bruit de la circulation sur l'avenue comme si c'était la seule chose réelle au monde. Hélène avait le dossier de divorce sur son écran en moins de 30 minutes grâce à un contact au greffe du tribunal de grande instance.
La demande avait été déposée il y a 10 mois. Non contestée. L'adresse de signification pour toute la correspondance judiciaire était l'adresse professionnelle de Beaumont Architecture et Design sur les quais. La dispense de comparution. La convention de divorce signée par les deux parties dans laquelle je renonçais à toute prétention sur les comptes personnels de Julien et acceptais de racheter sa part dans le cabinet pour un montant dérisoire. Et il y avait ma signature. Hélène a posé son stylo très délicatement sur son bloc-notes. Je savais exactement quand je l'avais signé. Il y a 14 ans, j'avais subi une opération d'urgence pour enlever la vésicule biliaire. C'est arrivé vite. Un mardi soir, une douleur intense, les urgences, une consultation chirurgicale, l'intervention le lendemain matin. Julien était là, attentionné pendant ces 2 premiers jours, comme le sont les gens quand ils réalisent soudain avec quelle facilité les choses peuvent disparaître. Le 3e jour, alors que j'étais encore embrumé par les analgésiques et que je luttais contre un plateau de gelée d'hôpital, il est arrivé avec un dossier. Il a dit que la société de cautionnement avait besoin de documents d'autorisation mis à jour pour le renouvellement du contrat municipal. Et que l'échéance était ce vendredi-là. Il m'a tendu le stylo. Il m'a montré les lignes de signature avec des flèches autocollantes. Juste ici et là, a-t-il dit. C'est juste administratif. Tu me fais confiance, n'est-ce pas? J'ai signé. J'ai signé parce que ma cicatrice me faisait mal, que j'étais épuisé et que je pensais que c'était l'homme que j'avais choisi. Je pensais qu'une histoire commune signifiait des intentions communes. Je pensais que les années passées à nous disputer sur les factures des entrepreneurs et à célébrer les contrats gagnés à la même table signifiaient que nous étions toujours du même côté. Certaines leçons ne s'apprennent pas à bas prix. Certaines se paient avec des années de vie. Hélène m'a dit de ne pas rentrer chez moi pour affronter Julien. Elle m'a dit d'éplucher les registres du courrier du bureau de l'année écoulée et d'identifier toute enveloppe provenant du tribunal. Elle m'a dit de tout sauvegarder. Je suis allée au bureau au lieu de rentrer à la maison. Il était presque 18 heures. La plupart des employés étaient partis. J'ai sorti le classeur physique du registre du courrier à l'accueil, et c'était là. 3 entrées sur une période de 8 mois, chacune marquée d'une écriture que j'ai reconnue immédiatement. Avis juridique, J. Beaumont à sa demande. L'écriture de Léa. Je me suis assise. Je n'ai rien jeté. Je n'ai pas fait un bruit. J'ai juste regardé ces 3 lignes jusqu'à ce que les lettres cessent de danser devant mes yeux. Ce soir-là, je suis rentrée à 20h30. Julien était sur le canapé en train de regarder un match de football avec un bol de bretzel. Il a levé les yeux. Longue journée, a-t-il dit. Oui, ai-je répondu, longue journée. Je suis allée dans la salle de bain, j'ai fait couler la douche et j'ai appelé Robert Petit depuis mon portable. Robert avait été dans mon programme de master à l'école d'architecture, il avait abandonné après la première année quand il avait réalisé que ce qu'il aimait vraiment, c'était trouver des choses que les gens essayaient de cacher. Il dirigeait maintenant un petit cabinet d'investigation à Lyon. J'ai besoin que tu fasses une enquête financière complète sur mon mari, ai-je dit, et sur une femme nommée Léa Morel. Robert est resté silencieux 2 secondes. Jusqu'où, a-t-il demandé. Jusqu'au bout. Le lendemain matin, j'étais au bureau à 7 heures. J'ai passé en revue 3 ans de relevés de paiement fournisseurs avec Monique, notre comptable, qui était au cabinet depuis la 2e année et qui avait la mémoire d'un expert comptable judiciaire et la loyauté de quelqu'un qui comprenait ce que signifiait construire quelque chose à partir de rien. Je lui ai dit que je faisais un examen pré-audit pour le renouvellement de la garantie bancaire. Elle a sorti les rapports sans sourciller. Nous avons trouvé Morel Service Immobilier en moins de 40 minutes. Une SARL enregistrée dans le département de l'Isère, répertoriée comme fournisseur de maintenance de bâtiments et de fournitures d'installation. En 28 mois, Beaumont Architecture et Design avait versé à Morel Service Immobilier un total de 418 000 euros. Frais de maintenance, location d'équipement, facture de fourniture. Chacune était assez vague pour passer un examen rapide, mais assez spécifique pour paraître réelle. L'agent enregistré était une femme nommée Darlène Morel, la mère de Léa. Monique a enlevé ses lunettes et les a posées sur le bureau.
Elle a fixé l'écran sans parler pendant un long moment. Puis elle a dit, « Dis-moi ce dont tu as besoin. » « Imprime tout ce que tu viens de sortir, ai-je dit. Rien ne doit passer par le serveur de l'entreprise. » 3 jours plus tard, Robert m'a appelé. Léa avait un deuxième téléphone, un prépayé enregistré à l'adresse de sa mère. Ses relevés de communication, obtenus par des voies détournées, montraient des contacts réguliers avec une adresse e-mail privée associée au groupe Azur, notre principal concurrent, le cabinet qui nous avait soufflé 2 contrats au cours des 18 derniers mois. 2 contrats que nous étions certains de gagner. Robert avait également suivi les dépôts bancaires de Léa. En plus de son salaire chez nous, elle avait reçu 4 virements d'une entité écran basée au Luxembourg sur 14 mois. Total, 62 000 €. Léa n'était pas seulement impliquée avec Julien. Elle transmettait au groupe Azur nos documents d'appel d'offres, nos listes de contacts clients, nos calendriers de projet. Elle était entrée dans mon bureau sous la bannière d'une seconde chance et l'avait utilisée comme une fenêtre pour nous trahir. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai senti quelque chose devenir très calme en moi, de la même manière qu'une pièce devient silencieuse après qu'une porte a été fermée. La garantie bancaire pour notre plus grand projet en cours, une extension du palais de justice de 14 millions d'euros, passait par un agent que Julien gérait personnellement depuis 6 ans. Il avait mentionné 2 fois le mois dernier que son contact là-bas ne travaillerait pas bien avec une nouvelle direction. L'implication était claire. Si je bougeais contre Julien, la garantie serait retirée. Nous serions en défaut de paiement sur le contrat. 42 employés, 8 ans de réputation. J'ai appelé maître Charles Weber. Charles était un avocat de 60 ans installé dans le centre de Lyon, spécialisé dans le droit de la construction et la fraude financière. J'avais entendu son nom 2 fois dans les cercles professionnels, mais je n'avais jamais eu besoin de lui. Ce que je ne savais pas avant qu'Hélène ne me le dise, c'est que Charles Weber avait grandi dans un petit village du Jura, fils d'un peintre en bâtiment, et qu'en 1988, un investisseur immobilier nommé Étienne Beaumont avait co-signé un prêt qui avait permis à Charles d'aller à l'école de droit quand toutes les autres portes lui étaient fermées. Mon oncle ne m'en avait jamais parlé, pas une seule fois. Quand je suis entrée dans le bureau de Charles et que j'ai expliqué pourquoi j'étais là, il m'a regardé pendant un long moment avant de parler. Puis il a dit, « Ton oncle m'a écrit une lettre chaque Noël pendant 20 ans. Il n'a jamais rien demandé. Il disait juste qu'il espérait que je faisais un travail honnête. » Il a pris un stylo. « Dis-moi tout. » Charles a agi vite et discrètement. En 1 semaine, il nous avait mis en relation avec une agence de cautionnement concurrente, mieux notée que celle que Julien contrôlait, et avait lancé le transfert de la garantie. Il a déposé le dossier de fraude auprès du procureur de la République et a coordonné le signalement des crimes financiers avec la brigade financière. Hélène s'est occupée du volet droit de la famille. Le disque dur crypté de Monique est allé dans le coffre-fort de Charles. Julien ne savait rien de tout cela. Il rentrait la plupart des soirs, dînait, regardait la télévision, allait se coucher. Une fois, il m'a frotté l'épaule alors que je me tenais devant le comptoir de la cuisine et a dit, « Tu as été stressé, tu devrais prendre un week-end de repos après la pose de la première pierre du tribunal. » « Tu as raison, ai-je dit, je devrais. Il y a des choses que l'on garde, non pas parce qu'on leur a pardonné, mais parce qu'on a besoin qu'elles restent exactement là où elles sont encore un peu de temps. » La cérémonie de pose de la première pierre de l'extension du palais de justice de Lyon a eu lieu un jeudi matin de novembre. 60 personnes. Des conseillers départementaux, des directeurs de projet, des sous-traitants, une caméra de télévision locale. Je portais un blazer gris et j'avais le compas de précision en laiton dans la poche de ma veste. Celui qu'Étienne m'avait donné, celui qui était resté sur mon bureau pendant 11 ans. Je ne savais pas exactement pourquoi je l'avais apporté ce matin-là. J'avais juste besoin de tenir quelque chose de réel. J'en étais à 3 phrases de mon discours au pupitre quand Julien s'est avancé et m'a interrompu. Il n'a pas élevé la voix. Il s'est adressé directement au responsable de projet du département et a dit qu'il y avait un différend non résolu concernant les droits d'autorisation au sein de la structure de propriété de Beaumont Architecture et Design qui devait être réglé avant que le projet ne puisse continuer. Il a brandi un dossier. Il a dit qu'il avait des documents. Il avait l'air calme.
il avait l'air préparé. Il avait l'air d'un homme qui avait répété ce moment précis plusieurs fois. Le responsable m'a regardé. J'ai pris une inspiration. Monsieur Beaumont fait référence à un litige juridique qui a été résolu il y a 3 jours, ai-je dit. S'il souhaite confirmer le statut actuel de la garantie avec le garant du projet, ce serait le groupe de fidélité Azur, notre nouveau transporteur de caution, effectif depuis mardi. La lettre de crédit se trouve dans le dossier de projet que le département a reçu hier. L'expression de Julien ne s'est pas effondrée. Elle s'est juste figée, comme un programme essayant d'exécuter un fichier qui n'existe plus. J'ai continué, dans un souci de transparence totale avec le département, je tiens également à noter qu'un signalement a été fait au procureur de la République de Lyon concernant des irrégularités financières dans l'historique des paiements fournisseurs de notre cabinet. Et une affaire distincte impliquant l'utilisation non autorisée d'une procuration a été transmise au Conseil de l'Ordre des avocats. Ces questions sont maintenant entre les mains des autorités compétentes. Charles se tenait à l'arrière de la foule. Il m'a fait un léger signe de tête. 2 conseillers départementaux ont demandé si le calendrier du projet était toujours intact. Il l'est, ai-je dit, nous posons la première pierre aujourd'hui. Et nous l'avons fait. Dans les mois qui ont suivi, Julien a été inculpé de fraude électronique, d'abus de pouvoir et de complot en vue de détourner des fonds d'entreprise. Il a plaidé coupable pour une charge moindre et a reçu une peine avec sursis et des amendes importantes. Léa et sa mère ont fait face à une responsabilité civile pour les factures frauduleuses. Léa a séparément fait face à des accusations liées aux documents d'appel d'offres volés. Le groupe Azur, une fois que la structure des paiements est devenue claire pour les enquêteurs, a discrètement réglé une poursuite civile et s'est retiré de 2 contrats de la région lyonnaise qu'ils avaient gagnés en utilisant des informations qu'ils n'avaient aucun droit de posséder. J'ai utilisé une partie de l'héritage de l'oncle Étienne pour créer un fonds de bourse d'études pour les étudiants en architecture et en gestion de la construction dans les lycées techniques de la région, spécifiquement pour les adultes en reconversion ou ayant des charges de famille. La première bénéficiaire a été sélectionnée au printemps suivant. Elle avait 31 ans, se formait après un divorce difficile, élevant 2 enfants avec un revenu à temps partiel. Je l'ai rencontrée avant que la bourse ne soit annoncée. Je lui ai serré la main. Elle avait l'air bouleversée. « Tu ne me dois rien, ai-je dit, fais juste ton travail honnêtement. Si tu le peux, transmets cela un jour. » Elle a hoché la tête. Je l'ai cru. Par un froid matin de février, je me suis assise dans mon bureau d'angle, le même immeuble, un étage différent, des fenêtres plus grandes, et j'ai regardé la silhouette de Lyon. Le compas était posé sur mon bureau, là où il l'avait toujours été. Je l'ai pris et je l'ai fait tourner une fois dans ma paume. Il ne dessine rien pour toi, il te permet juste d'être honnête sur la distance entre l'endroit où tu es et celui où tu essaies d'aller. J'avais passé 9 ans à penser que je construisais quelque chose avec un partenaire. Il s'est avéré que je l'avais construit seul pendant tout ce temps. Je ne l'avais tout simplement pas vu parce que je regardais toujours le plan au lieu de regarder la personne qui se tenait à côté de moi. Je ne porte pas de haine pour ce qui s'est passé. La haine coûte cher, et j'ai appris à lire les petits caractères avant de signer quoi que ce soit. Ce que je porte à la place, c'est le poids plus sain de savoir exactement de quoi je suis capable quand quelqu'un essaie de prendre tout ce que j'ai construit. Et de savoir que mon oncle, qui n'a jamais demandé de crédit pour une seule chose qu'il a donnée, m'a laissé quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Certains héritages se mesurent en euros. Celui qui a le plus compté est arrivé enveloppé dans une feuille de papier millimétrée sans un mot de la part d'un homme qui comprenait que la distance la plus importante dans la vie de n'importe qui est celle entre qui vous êtes et qui vous êtes prêt à être quand cela vous coûte quelque chose. Cette histoire est une leçon poignante sur la résilience et la vigilance. Claire a non seulement dû faire face à la trahison ultime de son mari, Julien, mais elle a aussi découvert qu'elle était bien plus forte et autonome qu'elle ne l'imaginait. L'héritage de son oncle Étienne ne représentait pas seulement une somme d'argent colossale, mais aussi une boussole morale et symbolique, lui rappelant que l'intégrité et l'honnêteté sont les fondations de toute réussite durable. En transformant cette trahison en une opportunité d'aider d'autres personnes via sa fondation, elle prouve que la véritable richesse réside dans la capacité à se relever et à redonner. Le personnage de Julien nous rappelle malheureusement que la proximité ne garantit pas la loyauté, et que parfois,
nous voyons ce que nous voulons voir plutôt que la réalité. La justice a finalement triomphé, non seulement dans les tribunaux, mais aussi dans la vie de Claire, qui a repris le contrôle total de son destin. Et vous, qu'en pensez-vous? Auriez-vous eu la force de Claire pour rester calme et planifier votre riposte avec autant de précision? Pensez-vous que l'argent change les gens, ou qu'il ne fait que révéler leur véritable nature? N'hésitez pas à partager vos expériences ou vos réflexions en commentaire, je serai ravie de vous lire et d'échanger avec vous.